Hello tout le monde, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année, que vous êtes ancrés et que vous allez vous tenir à vos résolutions, mais surtout que vous allez décider que cette année, elle est pour vous, qu'elle est pour votre amour intérieur, votre développement et surtout, je vous invite, quelle que soit la décision que vous allez prendre, le tournant que vous voulez prendre dans votre vie, de choisir la paix de l'esprit. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant. On va plonger au cœur d'un sujet que j'aborde très souvent, que ce soit en accompagnement, en conférence ou même sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui me fascine. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet d'aller fouiller dans notre passé et d'expliquer le présent qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous voyez ? Et ce sujet, c'est l'épigénétique. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler ailleurs, parce que c'est une discipline qui révèle comment notre ADN, bien qu'immuable dans sa séquence, peut s'exprimer différemment en fonction des expériences que nous vivons et des environnements auxquels nous sommes exposés. Mais est-ce que vous saviez que ces modifications peuvent être transmises de génération en génération en laissant des cicatrices biologiques du passé sur nos descendants ? Alors, dans cet épisode, on va explorer les fondements scientifiques de l'épigénétique, bien évidemment, comprendre comment les traumatismes marquent notre ADN et on va discuter ensemble des implications pour notre santé mentale, notre cerveau et celle des générations futures. On va approfondir chaque aspect pour donner une vue d'ensemble complète. Je ne maîtrise pas tout, c'est encore récent, d'accord ? Et j'aime pas cette idée de prétendre qu'on maîtrise quoi que ce soit, puisque l'être humain, en fait, est en perpétuel mouvement. Mais en tout cas, on va approfondir cette partie. C'est un sujet complexe, mais il est surtout porteur d'espoir, parce que si ces cicatrices, elles existent, eh ben, dites-vous qu'elles ne sont pas irréversibles. Donc, on y va. Vous vous installez confortablement, ou alors, comme d'habitude, je vous invite à être monotâche, faire à manger, courir, faire du repassage, faire une tâche. Vous voyez, une seule. Comme ça, vos oreilles, votre cerveau va se concentrer sur ce que je dis et le temps passera plus vite. Vous allez voir, c'est magnifique et c'est passionnant. Alors, pour comprendre l'épigénétique, il faut d'abord revenir à la base, ok ? Notre ADN. Donc, il faut imaginer votre génome comme un livre de recettes de votre corps, qui contient toutes les instructions nécessaires pour fabriquer les protéines qui le composent. Cependant, toutes les recettes ne sont pas utilisées en même temps et certaines ne sont jamais utilisées. Et c'est ici que l'épigénétique, elle entre en jeu. Elle détermine quelles parties de ce livre sont lues ou ignorées grâce à des modifications chimiques qui éteignent ou allument certains gènes. Vous me suivez ? Des modifications chimiques qui éteignent ou allument certains gènes. Et il y a 3 mécanismes épigénétiques qui sont profondément étudiés. La méthylation de l'ADN, c'est des groupes méthyles qui se fixent sur certaines parties de l'ADN pour en bloquer la lecture. Les modifications des histoires, donc ces protéines autour desquelles l'ADN s'enroule pour se resserrer ou se relâcher en influençant l'accessibilité des gènes. Vous savez, on voit souvent en fait un espèce de tourbillon qui représente l'ADN. Ben, c'est ça. Comment dire, l'interprétation qu'on en a en fait quand on veut montrer à quelqu'un comment ça se passe. Et vous avez les ARN non codants. Ces petits morceaux d'ARN agissent comme des chefs d'orchestre qui viennent réguler l'expression des gènes. On va prendre un exemple pour illustrer ces principes. Il y a une étude de Weaver et al. En 2004 qui a montré que les rats, les petits, les ratons, dont les mères les avaient intensément toilettés, étaient moins stressés à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que ce soin maternel avait modifié l'expression d'un gène impliqué dans la régulation du cortisol, l'hormone du stress. Et ce n'est pas la séquence génétique qui avait changé, mais bien son expression. D'accord ?
C'est l'expression dont on parle. On ne parle pas de changement d'ADN au sens propre du terme. Et pour aller plus loin, on pourrait se demander si ces mécanismes jouent un rôle dans notre capacité d'adaptation. Et les travaux de Minet sur les rongeurs montrent que les environnements enrichis influencent également l'épigénétique et ils vont réduire les réactions au stress. Alors qu'en est-il des humains ? Parce que c'est ça la question. Eh bien, les recherches sur les enfants exposés à des environnements socio-économiques difficiles mettent en évidence des modifications épigénétiques associées à des pathologies mentales. Vous voyez, donc il y a des études, là je parle des enfants, mais il y a des études qui montrent ça. Ce sont des études qui ont été publiées, et ces études, là on parle par exemple d'environnement socio-économique difficile, mais on a des études qui sont faites sur des enfants qui ont été exposés à la guerre non-stop, des enfants qui sont nés dans la guerre, d'accord ? Des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles d'enfermement, dans des camps, et ça existe encore. Je vous remets dans le présent. Ce ne sont pas des études qui datent d'il y a 100 ans, ce sont des études récentes. Donc toutes les études qu'on a sur l'expression, donc sur l'épigénétique, sont aussi des témoins de l'histoire qui est en cours. Et c'est important à relever. Et la grande révélation de l'épigénétique est que ces modifications chimiques, donc qu'on a étudiées sur ces enfants par exemple, elles peuvent être transmises aux descendants, donc à leurs enfants. En d'autres termes, l'expérience de vie d'une génération peut influencer les générations suivantes. Il y a un cas emblématique qui est celui de la famine hollandaise de 1944 à 1945 et les femmes enceintes, durant cette période, elles ont donné naissance à des enfants plus sujets à des problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires et le diabète. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que leurs petits-enfants présentaient également des vulnérabilités similaires, bien qu'ils n'aient jamais directement subi la famine. Ok ? De même que l'étude de Yehuda et al. En 2016 a révélé que les enfants des survivants de la Shoah présentaient des altérations épigénétiques sur les gènes liés au stress. Vous avez également les enfants qui sont issus de la guerre d'Algérie et avant la guerre d'Algérie. Ils ont également la même chose, d'accord ? Vous avez ceux qui sont au Congo. Vous avez ceux qui ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud. Vous avez ceux qui vivent actuellement la guerre qui est menée contre eux en Palestine. Ok ? Vous avez également tous les Syriens. Vous voyez ? L'expression, elle va être fatale. Et je dis fatale au sens, santé mentale et santé cérébrale. Ok ? Donc, c'est l'histoire actuelle. On est là sur des choses que vous voyez en direct. Et c'est pour ça que c'est important de vous parler de ça, parce qu'on a l'impression que quand l'événement est passé, ça y est, les gens, ils vont se soigner et on soigne la mémoire traumatique, etc. Mais non, pas du tout. Ça ne suffit pas, en fait, à expliquer pourquoi certains sont porteurs de traumatismes. Ok ? Et donc, ça montre bien que les traumatismes extrêmes laissent une empreinte durable, même sur ceux qui ne les ont pas directement vécus. Donc, comment ces marques sont-elles transmises ? Lors de la formation des ovules et des spermatozoïdes, certaines modifications épigénétiques persistent, malgré le nettoyage génétique qui devrait avoir lieu. Vous voyez ? Et ce phénomène, bien qu'il soit encore mal compris, soulève des questions éthiques et scientifiques, à savoir jusqu'à quel point nous sommes responsables des expériences transmises à nos descendants. Et il y a un point intéressant qui concerne les différences culturelles dans la transmission, parce que les études montrent que les communautés ayant des pratiques de résilience culturelle, comme les rituels de deuil ou des structures communautaires, etc., elles peuvent atténuer les effets des traumatismes épigénétiques. Et là, c'est important parce que c'est pour ça que vous pouvez observer la résilience des gens qui sont très croyants et qui ont un lien particulier avec Dieu.
ou avec, là je dis Dieu, mais il y a des gens qui croient en l'univers, il y a des gens qui croient en Bouddha, il y a toutes les croyances en fait. Lorsque c'est supérieur à eux, eh ben, on observe que les effets des traumatismes épigénétiques peuvent s'atténuer. D'accord ? Et c'est important de vous le dire parce que, comment dire, il y a souvent en fait une misconception chez les gens qui sont croyants. Il y a des gens qui viennent en fait leur dire « Oui, mais tu ne l'es pas assez, t'es pas assez croyant, tu t'en remets pas assez à Dieu, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que. » Et là en fait, ça vient vous montrer que ça n'est pas de votre faute. Ce qui est de votre responsabilité, c'est de mettre tout en place pour changer ça à votre niveau, mais les gens qui vous ont précédé n'avaient certainement pas la possibilité de le faire. D'où cet héritage et cette transmission. Parce que je pense pas qu'on a envie de transmettre un traumatisme de guerre à son enfant, ou une exécution en fait qui a eu lieu en face de soi, ou un viol en fait en réunion, parce que le viol est une arme de guerre. Pour ne citer que ces exemples. Hein. Ces traumatismes donc, qu'ils soient liés à des abus, des guerres, des violences ou des catastrophes naturelles, laissent des marques profondes, non seulement sur la santé mentale, comme je vous l'ai dit et comme je vous le dis toujours, mais aussi sur l'épigénome. Alors sur la santé mentale, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, ça change complètement, non c'est faux, ça change de manière significative la structure de votre partie émotionnelle dans le cerveau. D'accord ? La structure, donc c'est structurel, hein, ok ? Et là, on parle de l'épigénome. Donc on va prendre exemple du gène FKBP5 qui joue un rôle central dans la régulation du stress. Il y a des études, notamment celles menées par Klengel en 2013, qui ont montré que les individus ayant subi un traumatisme présentent des modifications épigénétiques sur ce gène. Et ces altérations rendent le système de réponse au stress hyperactif. L'amygdale, souvenez-vous. C'est pour ça que ça change dans sa structure après. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Et ces altérations, elles rendent le système de réponse au stress hyperactif, ce qui va conduire à des troubles comme le stress post-traumatique ou la dépression. Ok ? Et alors, il y a des études sur les vétérans de guerre qui nous prouvent que les anciens combattants exposés à des environnements extrêmement stressants révèlent que leurs enfants héritent souvent d'une plus grande vulnérabilité au stress et à l'anxiété. Et cette transmission dépasse largement les facteurs environnementaux habituels. Ils sont pas nés en temps de guerre, ils n'ont rien vu de ce que leurs parents ont vu, mais pour autant, en fait, ils ont une plus grande vulnérabilité au stress et à l'anxiété. Et il y a des études sur les Premières Nations au Canada qui ont mis en lumière des altérations épigénétiques liées aux expériences de colonisation, telles que les pensionnats autochtones. Ces blessures transgénérationnelles influencent non seulement la santé mentale, mais également les taux de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Et ça, vraiment, informez-vous là-dessus, parce que c'est une honte incroyable. Hein. C'est une honte parce que c'est encore, vous savez, un peu mis sous le tapis. Oui, on reconnaît qu'on a colonisé et qu'on a fait un peu de mal. Non, ça a été l'horreur. On a même trouvé, des sous-sols entiers, des charniers avec des corps, enfin des squelettes d'enfants. Ils leur ont rasé la tête, ils leur ont retiré, vous savez, leurs tresses. Alors que leur tresse, c'était quelque chose, et c'est quelque chose de très important dans leur culture, dans leur transmission. Et donc, ça a laissé une trace, ça a laissé des blessures transgénérationnelles. Et elles se traduisent comment aujourd'hui chez ces enfants qui n'ont pas vécu ces atrocités? Par des maladies chroniques. Sans qu'il y en ait eu auparavant, hein, d'accord ? Sans qu'il y ait eu de maladies chroniques auparavant dans la famille. Donc, c'est intéressant d'étudier ça et sous ce spectre-là, parce que les traumatismes provoquent, dans ce cas-là, une production excessive de cortisol, l'hormone du stress. Maintenant, vous la connaissez, je vous en parle tout le temps. Hein. Et cette suractivation
laissent des marques sur les gènes associés à la régulation émotionnelle et à l'immunité. Et avec le temps, ces modifications, elles peuvent entraîner une diminution de la capacité du corps à faire face au stress ou à combattre les inflammations. Alors, est-ce qu'on peut inverser ces cicatrices ? Eh bien, la science, elle commence à montrer que ces cicatrices, elles ne sont pas figées. Et des interventions thérapeutiques, donc telles que la psychothérapie, les pratiques de pleine conscience ou encore des approches émergentes, comme la thérapie épigénétique, elles montrent des résultats hyper prometteurs. Il y a une étude menée par Black en 2018 qui a démontré que les interventions basées sur la méditation peuvent modifier favorablement l'épigénome en réduisant l'inflammation et en augmentant la résilience face au stress. Et il y a des études qui sont actuellement randomisées et menées. Alors je vous dis actuellement parce que, je les ai suivies. Donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'elles sont randomisées. Et ça fait, je crois, 25 ans qu'ils travaillent dessus. Mais les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Et puis la science, c'est la science. Il y a des règles à suivre pour prouver ce qu'on a expérimenté ou ce qu'on dit. Mais le docteur Joe Dispenza, maintenant, montre en fait que la méditation très profonde, guidée, avec des états de conscience modifiés, avec un travail vraiment guidé, encadré, approfondi, permet en fait de complètement shifter, de changer entre guillemets de réalité. C'est-à-dire que les gens qu'il a accompagnés, les études qu'il a publiées et qu'il a menées montrent qu'à force de shifter sur quelque chose de plus doux, en étant accompagné, parce que forcément, tout seul, c'est compliqué. Quoique lui-même l'avait fait seul lorsqu'il était accidenté. Si vous êtes intéressé, lisez son histoire ou regardez, il est présent sur plein de podcasts, plein d'émissions. Il a une histoire extraordinaire et c'est à partir de son histoire qu'il a développé tout ça. Et donc là je m'éloigne bien évidemment comme d'habitude et donc ces études à lui montrent que l'épigénome est modifié hyper favorablement et donc les gens témoignent en disant c'est comme si j'avais laissé une histoire très très lointaine derrière moi. Très lointaine. Parce que, vous savez, les gens, en fait, il y a des gens qu'on a du mal à soigner, ceux qui ont des dépressions hyper résistantes, avec des médications de plus en plus élevées, et puis il y a des gens aussi qui sont dans la victimisation permanente, et ils résistent à tout traitement, dans le sens traitement, accompagnement, les deux, que ce soit chimique ou de l'accompagnement thérapeutique classique. Mais ces gens, en fait, qui résistent, portent en eux une histoire qui leur appartient pas. Et ouais. Et alors, c'est pas pour excuser les gens qui tombent dans la victimisation permanente, mais il y a une explication. C'est pour ça qu'en préambule, je vous disais que la responsabilité qui nous incombe, c'est d'entamer le chemin de guérison. Ok ? Ce qu'on nous a fait ne nous appartient pas, c'est-à-dire que la violence que les gens ont en eux et qu'ils ont eue envers nous, ça ne nous appartient pas. Mais par contre, ce qui nous appartient, c'est d'en guérir. Et ce qui nous appartient, c'est d'avoir une belle vie. Et de ne pas se positionner en victime du monde en permanence. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement comme ça et qui résistent justement à toute forme d'accompagnement et qui font de l'autosabotage tout le long de leur vie. Et c'est dommage, parce que la vie, elle a tellement de choses merveilleuses à nous apporter et on en apprend tellement sur le miracle qu'est le corps humain, sa façon de fonctionner, le cerveau, la résilience, la façon de se régénérer, que c'est dommage de passer à côté. Alors bien évidemment, vous le savez, moi, je voulais avoir des réponses sur l'implication sur la santé mentale et le cerveau. Et donc, l'épigénétique nous éclaire sur des nouveaux aspects de compréhension des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété et les troubles bipolaires ou schizophréniques. Et par exemple, des recherches ont montré que chez les patients dépressifs, dont je vous parle, la méthylation de certains gènes peut affecter la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé de la régulation de l'humeur. C'est quand même énorme. Et là, récemment,
Il y a même ces études, mais je vous en parlerai plus profondément dans un autre épisode parce que c'est hyper intéressant. Une étude sur la façon de fonctionner des psychopathes. Et ouais, ça va être passionnant. Et sur les tueurs en série. Et qui montre en fait la même chose. Que la méthylation de certains gènes, elle a affecté en fait leur production de sérotonine. Et je vous en parlerai. C'est fabuleux. Donc je reviens au sujet principal. Les études récentes. Il y a une étude de Osborne en 2019 qui a identifié des modifications épigénétiques sur les gènes liés à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, chez les femmes souffrant de dépression postpartum, par exemple. Les travaux sur les souvenirs traumatiques montrent que les gènes associés à la plasticité cérébrale, comme le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, sont souvent altérés chez les individus atteints de stress post-traumatique. Et ces avancées permettent d'imaginer des traitements plus ciblés, basés sur l'épigénome des patients, ouvrant ainsi la voie à une médecine véritablement personnalisée. Alors ça, c'est fabuleux, d'accord ? Et ça ouvre un chemin infiniment joyeux, heureux, etc. Sauf si ça tombe entre les mains de fous furieux, quoi. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous disais, comme c'est tout récent, j'en parle, parce que comme ça vous avez l'info, et quand vous verrez l'info dans le futur, parce que ça va être fabuleux, les découvertes qu'on va faire, vous en aurez déjà entendu parler et vous saurez comment faire, comment agir, quelles informations prendre avec parcimonie, d'autres noms, etc. Il faut toujours faire ses propres recherches. Ça, je vous le dis tout le temps. Je vous apporte, ma part. C'est la part que je fais, dans ce monde. Mais je vous invite fortement à aller fouiller. À aller fouiller parce que plus vous allez savoir de choses, plus vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et sur votre santé. Et en fait, c'est vous qui allez faire votre recette pour guérir. Et votre recette, elle vous appartient. Il y a une fois, j'ai eu une discussion avec une personne qui me disait que il fallait quand même imposer des phases de traitement, etc. Alors je dis, à moins que la personne soit dangereuse pour elle-même ou pour autrui, je vois pas pourquoi il faudrait imposer. Et à mon sens, si une personne croit que parce que elle va se mettre sous la lune et qu'à ce moment-là, elle égorge, j'en sais rien moi, un coq au-dessus de sa tête, elle va guérir, et que justement elle le fait et qu'elle guérit, il faut la laisser faire. C'est des croyances. Et si en fait, dans son système de croyances, elle est persuadée que ça va être la clé de sa guérison, eh bien, si elle le fait, elle va certainement guérir. Vous savez, le cerveau, il est capable de choses hallucinantes pour qu'on dépérisse ou pour qu'on guérisse. Et quand je dis pour qu'on dépérisse, c'est dans le sens où en fait, il va nous protéger de quelque chose d'autre. Ok ? Parce que votre cerveau fonctionne toujours avec vous. Hein. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc, vous voyez, moi, je trouve que la personne qui va pas bien, elle se connaît très très bien dans ce système de je ne vais pas bien. Et nous, dans l'accompagnement, on se doit de respecter ce système connu et d'amener un autre angle de vue auquel elle va adhérer ou pas. Si elle y adhère, il faut qu'elle y mette ses ingrédients. Moi, je trouve que c'est hyper important. Sa croyance, sa culture, son identité, ses origines, là où elle vit, je trouve que c'est hyper important parce que on ne peut pas aider quelqu'un si on lui impose un point de vue. C'est impossible. Pour moi, c'est un échange. D'accord ? Je vous parle des gens en fait qui n'ont pas une pathologie qui peut les mettre en danger. Hein. La schizophrénie, la bipolarité, etc. C'est compliqué, mais avec la chimie, les personnes qui souffrent de bipolarité, elles fonctionnent très bien. Hein. Elles bossent. Il y a des médecins qui sont bipolaires. Hein. Ils prennent leur traitement et ils bossent. Et les schizophrènes qui sont bien suivis, c'est pareil. D'accord ? Il n'y a que les tueurs en série, là, et les sociopathes, les psychopathes dont je vous parlerai, là, qui méritent une attention particulière et que la chimie n'arrive pas à réguler, à moins de les assommer. Vous voyez ? Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que l'épigénétique, c'est un pont entre le passé et l'avenir.
Elle nous révèle une vérité fondamentale. Nous sommes non seulement le produit de notre génétique, mais aussi de notre environnement et de nos expériences. Et les cicatrices laissées par les traumatismes ne définissent pas notre destin. Mais elles nous rappellent l'importance d'un environnement sain, d'un soutien psychologique adapté et de la résilience. Donc, ça nous rappelle l'importance de la prise de responsabilité. Ça nous rappelle l'importance d'être l'acteur de sa vie et non pas le spectateur de sa vie. Et oui, parce qu'avec les exemples que je vous ai donnés, je vous en donne un autre. Admettons, vous avez des difficultés financières et vous mettez vraiment tout en place pour sortir de ces difficultés financières, et à chaque fois ça retombe, le même pattern, encore et toujours. Vous êtes responsable dans la mesure où c'est cool, vous mettez tout en place, vous agissez, donc vous êtes acteur. Mais il y a un moment donné où vous allez péter les plombs, vous allez dire, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que je n'y arrive pas alors que j'ai 2 boulots, j'ai une éducation financière et donc je sais comment gérer mon budget, etc. Mais j'arrive pas à économiser ou j'arrive pas à investir. Eh ben, est-ce que dans vos ancêtres, il n'y a pas quelqu'un qui a fait un vœu de pauvreté? Ou est-ce que quelqu'un n'a pas volé autrui? Ou est-ce que vous n'avez pas été élevé avec l'idée que l'argent c'est dur? C'est dur. Ah oui, là vous allez vous reconnaître, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés comme ça. C'est dur, il faut travailler dur, et c'est dur de gagner de l'argent, et c'est dur la vie, et tu te rends pas compte, et ci et ça. Est-ce que c'est à vous, ou est-ce que c'est l'idée de quelqu'un d'autre, ou la vie de quelqu'un d'autre qui s'exprime en vous? Vous voyez? Ça prend tout son sens. Si quelqu'un a fait un vœu de pauvreté 50 ans en arrière, c'est pas votre histoire, mais par contre, ça s'exprime chez vous, le vœu de pauvreté. Et donc, vous mettez tout en place, vous êtes responsable, etc. Mais en réalité, ça fonctionne pas. Alors vous allez dire, ah bah ok, mais qu'est-ce que je fais de cette info? Mais déjà, en fait, ça vous permet de fouiller, d'aller dans votre histoire, de connaître plus encore d'où vous venez, comment s'est passée l'histoire de votre famille, etc. Et vous allez pouvoir en fait débloquer quelque chose via la thérapie. Et ça, c'est ça qui est formidable. Parce que vous n'en aviez pas conscience. Et quand vous en avez conscience, le cerveau, il adore ça. Dès qu'il a conscience de quelque chose, il aime bien aller le corriger. Il aime bien le modifier. Et d'un coup, les choses vont se débloquer. Je vous parle du rapport à l'argent parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. Mais il y a le rapport à l'amour, il y a le rapport à la sexualité. Il y a des personnes, en fait, qui souffrent de dysfonctionnement pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans leur sexualité. Et au cours en fait, de l'échange, on apprend que toutes les femmes, pendant des générations, ont subi un viol. Voilà. Ou alors qu'elles ont... et ça, ça a été le cas pour nous juste avant le lockdown, au cabinet, quand j'étais en cabinet avec des gynécos. On travaillait ensemble au même endroit, pour vous resituer. On a eu une femme en fait qu'on a encouragée à aller fouiller dans son passé, etc. Et elle a appris qu'une de ses grandes tantes était l'objet d'expérimentation dans les camps nazis sur son utérus. Vous voyez, elle l'a appris. Et cette femme avait sombré dans l'alcool après. Elle en est sortie, elle a sombré dans l'alcool. Et bien, la personne qui nous a contactés et qui cherchait à s'en sortir avait un penchant dingue pour l'alcool. Elle cherchait à s'en sortir depuis des années. Elle avait un mari, des enfants. Au niveau financier, ça se passait super bien, etc. Tranquille, une vie tranquille, hein. Mais il y avait ce truc-là et il y avait des douleurs en fait chroniques qu'elle ne comprenait pas. Et à partir de ce moment-là, alors ça a été une prise en charge pluridisciplinaire et elle est même allée faire des retraites aux États-Unis parce que elle, ça lui faisait du bien et elle, ça lui parlait. Et ben, elle a réussi à s'en sortir. Donc je peux pas vous citer 50 000 exemples, mais j'en ai plein. Et lorsque je parle avec les femmes que j'accompagne ou les hommes qui sont prêts à l'entendre, de fouiller dans leur passé familial et qu'on observe un peu tout ce qui s'est passé, eh ben ils ont des déclics. Ils ont des déclics parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils obéissent à quelque chose qui leur a été transmis. Comment dire, une façon de vivre difficile, décourageante ou toujours dans le chaos.
D'accord? Il y a par exemple des générations entières qui pensent que l'amour c'est le chaos, on doit se battre. On doit se battre, on doit se fâcher avec son conjoint, ça doit crier, on doit toujours pleurer, etc. C'est ça l'amour. Non, pas du tout. Ou que c'est ça le mariage. Et en fait, on leur a transmis que c'était ça. Parce que quand ils guérissent, ils comprennent complètement, ils disent, mais j'étais dans une autre planète, je vivais sur une autre planète, la planète du chaos. Et ils nous le disent, et hommes et femmes, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est du conditionnement, c'est quelque chose d'appris. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça la part environnementale. Effectivement, c'est du conditionnement et c'est quelque chose d'appris. Mais les générations précédentes, elles l'ont vécu aussi, donc elles l'ont transmis. D'accord? Elles l'ont transmis dans le corps. Et c'est là que on est le produit de notre génétique et que l'épigénétique nous renseigne. Vous voyez? Donc ils ont affaire à faire face, à deux choses. Leur propre expérience dans le présent et l'expérience en fait qu'on leur a léguée de manière inconsciente. Vous savez, l'idée que le mariage c'est dur et c'est comme ça. Ok? Ou alors l'idée que de toute façon, quand t'es marié, tu obéis, point. Ça, c'est pour le côté femme. Ok? Ou l'idée de si tu ne te maries pas, t'es pas quelqu'un de bien. T'es pas complet dans ta vie, pour les hommes et pour les femmes. Si tu n'as pas d'enfant, t'as pas accompli quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et vous imaginez la transmission de dingue? Vous imaginez la difficulté des gens à faire face, que ce soit aussi bien environnemental, donc sociétal, et à l'intérieur de leur corps. C'est compliqué, hein. Et on peut le revoir aussi sur des gens qui ont des maladies chroniques, des douleurs chroniques, ou alors qui ont, comme je vous l'ai dit, de la dépression chronique. Et là, en fait, on voit que le système nerveux central, il est complètement déséquilibré. Mais ce qui est magnifique dans tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que si l'épigénétique nous renseigne que le passé peut s'inscrire dans nos gènes, elle nous montre aussi qu'on a le pouvoir d'agir sur le présent pour transformer notre avenir et celui de nos descendants. Et c'est ça qui est important, parce que si vous avez souffert d'une situation, forcément, vous ne voulez pas que vos enfants subissent la même chose. Et c'est là que toute notre responsabilité doit prendre place, car chaque choix que nous faisons, prendre soin de notre santé mentale, cultiver des relations positives, réduire le stress, c'est une contribution active à l'histoire que nous écrivons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et si on va plus loin, vous voyez, il y a certains pays, il y a certaines zones dans le monde qui sont chargées d'une histoire incroyable, mais incroyablement sanglante, et ça se répète en permanence. Et pourquoi? Parce que c'est toujours transmis. Toujours, toujours, toujours. Et les gens qui sont dans des mouvements sectaires, qui sont dans des idées extrêmes et qui ne prennent pas leur responsabilité de regarder ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe, s'il y a une possibilité d'autre chose, d'amour. Vous savez, il y a des gens qui sont uniquement nourris par la haine de l'autre. Il y en a énormément. Et leur moteur, c'est ça, c'est la haine. C'est la haine, la suspicion, c'est tiens, on m'en veut. Il y en a partout, vous le voyez. Et bien ces gens-là, en fait, au niveau des marques profondes dont je vous parlais sur l'épigénome, et je vous explique pas le délire, ça veut dire que ça fait des générations et des générations que c'est modifié, que cette information, elle s'exprime et qu'elle s'exprime et qu'elle s'exprime. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi? Ben ça s'explique. On a notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester dans la haine, dans le sentiment de toute puissance, dans le sentiment de je suis mieux que toi qui vis dans tel pays et moi je. Et on peut aussi s'intéresser à l'autre, échanger l'expression des choses. Mais ça, en fait, c'est pour les gens qui sont doués d'une humanité profonde. Et c'est pour ça que l'épigénétique, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que ça va nous démontrer aussi ça. Et j'ai hâte. Vous voyez? Donc tout ça, c'est, j'allais vous dire, on n'en est qu'au début, oui, parce à notre échelle, c'est que le début, mais restez attentifs, parce que vous allez voir que ça va profondément changer les choses. On parle de la santé mentale, et je vous en ai parlé récemment en story, qui n'est pas encore normalisée,
Qui travaille avec beaucoup de médecins, vous savez, ils ont changé leur point de vue sur leur approche, sur leur façon d'agir, etc. Vous le voyez bien, il y a un grave problème dans la prise en charge des gens aujourd'hui en France. C'est grave. Il y a des gens qui vivent des choses traumatisantes dans leur prise en charge. Et je parle de la santé mentale, mais au niveau de la santé tout court, et qui sont traumatisés. Et il faut montrer à ces personnes à qui on n'a pas appris qu'il faut aborder les gens avec douceur, avec un angle de vue bienveillant, avec une neutralité bienveillante. Il faut leur montrer, leur apprendre que c'est possible, qu'il faut changer les choses, et petit à petit, on va agir plus globalement sur l'humanité. Alors c'est un doux rêve que je caresse, mais je pense pas que je sois naïve, je pense que c'est possible. Je pense que chacun à notre échelle, si on échange le savoir, c'est une économie vertueuse. Lorsqu'on sait mettre le savoir à bon escient, lorsqu'on sait l'utiliser pour les bonnes choses et pas pour écraser l'autre, pour valoriser l'humanité de l'autre, pour le regarder droit dans les yeux et lui dire que tout peut changer, que tout ira mieux et qu'on l'aime, je suis persuadée que ça peut changer des générations. Vous le savez maintenant, mais moi je n'ai aucune gêne à dire que j'aime profondément les gens que j'accompagne et que je suis honorée de les accompagner. Pour moi, c'est un honneur d'accompagner les gens qui viennent vers moi, vraiment, parce que je suis chanceuse de pouvoir le faire. Ça me passionne, ça me rend heureuse, je suis bouleversée par les histoires bien souvent chaotiques que j'entends, mais ce qui me bouleverse énormément, dans le bon sens du terme, c'est de les voir me dire au revoir. Parce que lorsqu'ils me disent au revoir, ça veut dire que tout va mieux. Ça veut dire que tout va mieux. Ça veut dire qu'ils ont au minimum, retrouver leur libre arbitre. Et ça, c'est fabuleux. Parce que les gens que j'accompagne, ils ont plus notion de leur libre arbitre, de leur pouvoir de décision. Donc si au moins j'ai apporté ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire « Non mais je peux claquer la porte au nez à Aziza Hatif et ne plus la revoir et changer de praticien parce que là, j'ai plus envie de la voir. » Et moi, j'en suis heureuse. Parce que je me dis « Mais cette personne, elle se prend en main et elle est décisionnaire de sa vie. » Et ça, c'est fabuleux pour des gens qui ont souffert énormément. Vous voyez ? Et on peut faire un bout de chemin avec des gens et passer le relais aussi. Parce que les gens ne nous appartiennent pas, et surtout pas dans la guérison. Sinon, ça veut dire qu'on a un sentiment de toute puissance qui nous mène droit dans le mur. Ça m'appartient, c'est moi qui pense comme ça. Mais tout ça pour vous dire que je trouve qu'il y a... Alors déjà, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui soit, et qui restaure, qui répare. Mais de véhiculer cet amour, et de dire aux gens qu'on les aime et qu'on tient à eux, tout en respectant, vous savez, cette distance qu'on se doit de respecter dans la démarche thérapeutique, moi je trouve ça fabuleux et il faut l'assumer. Et il faudrait qu'on soit beaucoup plus enclin à ça, parce que la médecine rigide qu'on voit appliquée dans certains hôpitaux ou dans certains, derrière les portes, dans certains cabinets, je vous assure que les gens ils en ressortent mais choqués. Donc moi je préfère être fleur bleue et un peu candide plutôt que de l'autre côté. En tous les cas, je vous le rappelle et je vous le redis, vous êtes des êtres extraordinaires, à la nature miraculeuse, et c'est ce qui va vous permettre cette année de changer ce que vous voulez changer et de réussir à vivre ce que vous voulez vivre. Donc prenez soin de votre santé mentale, cultivez votre intériorité magnifique qui est beaucoup plus grande que ce que vous imaginez et vous verrez que vous-même vous êtes une contribution active à l'histoire que vous écrivez pour les générations futures.